Voilà le géant du e-commerce au banc des accusés dans ce film Le Monde selon Amazon, signé Adrien Pinon et Thomas Lafarge, une stratégie hégémonique, des emplois de faible qualité, un rapport de force qui permettrait parfois de faire plier certains politiques. Il est très intéressant de voir tout cela alors qu'Amazon semble être l'un des grands gagnants du confinement. Les ventes ont augmenté, en tout cas à l'échelle mondiale. Les clients ont continué à être livrés. Amazon a certes dû fermer ses entrepôts en France à la suite d'une décision de justice, mais il a pu continuer à livrer les clients français. Ce groupe a montré son utilité dans une période comme celle que nous traversons. C'est à la fois fascinant et peut-être un peu inquiétant. Nous allons donc approfondir tout cela avec nos invités. Bonjour Sophie Primas. Bonjour. Sénatrice Les Républicains des Yvelines, présidente de la Commission des affaires économiques au Sénat. Vous avez pu interroger il y a quelques semaines Frédéric Duval, le directeur général d'Amazon France. Bonjour à vous, Erwan Tison. Bonjour. Directeur des études de l'Institut Sapiens. Vous étudiez notamment les nouvelles formes du travail. Et bonjour à vous, Raphaël Prado. Bonjour. Vous êtes porte-parole d'Attaque France, association engagée depuis bien longtemps pour la taxation des transactions financières et puis depuis des années maintenant pour une autre forme de mondialisation. Je précise que nous avons, comme les auteurs de ce film, sollicité Amazon, mais que le groupe n'a pas souhaité être présent parmi nos invités. Je commence par vous, Sophie Primas. Est-ce que ce film, dans sa tonalité, selon vous, est juste ou bien est-ce qu'il force le trait ? Bien, c'est le type de reportage, voilà, comme on en voit beaucoup en ce moment, avec évidemment une tonalité extrêmement marquée, extrêmement anxiogène, le choix des plans, le choix des musiques est parfois assez caricatural. Néanmoins, je pense qu'il met l'accent sur des véritables problématiques économiques qui touchent au monde de la vente en ligne en règle générale, qui touchent au problème de la concurrence, qui touchent au problème d'Amazon en particulier, de la fiscalité, du sens et de la place de l'homme dans tout ça, de la mondialisation. Il y a beaucoup de sujets qui sont abordés et qui méritent une réflexion. Alors l'un des sujets, et je voudrais avoir votre avis là-dessus, Erwan Tison, l'un des interlocuteurs dans le film dit Amazon est un monopole. C'est discutable évidemment. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Amazon n'est pas un monopole, n'a pas un monopole pur et dur partout dans le monde parce qu'il a encore pour la concurrence des concurrents un peu partout, que ce soit en Asie, que ce soit aux États-Unis ou surtout en Europe, qui du coup lui empêche d'avoir une position qui soit totalement hégémonique. Mais Amazon, par sa politique extrêmement agressive d'un point de vue tarifaire, par sa forte capacité d'innovation et par aussi sa capacité logistique qui surpasse absolument tout le monde, il va en fait tout simplement à assécher la concurrence et donc à imposer ses propres standards à tout un secteur. Et sa capacité à perdre de l'argent aussi, hein. Tout à fait, ça fait partie de son modèle. C'est pas uniquement inhérent à Amazon, mais le fait justement d'avoir une énorme manne financière et surtout la confiance d'énormément d'investisseurs, ça lui permet en fait d'arriver d'être un cost killer, de tout simplement de casser les prix sur un marché et donc du coup d'assécher cette concurrence-là. Raphaël Prado, sur l'un des points du film, la vocation hégémonique d'Amazon, est-ce que le film exagère en disant qu'Amazon se donne pour objectif non seulement de dominer, mais de contrôler le commerce mondial ? Si on rebondit par rapport à la question que vous venez de poser à l'instant, comment comprendre qu'Amazon aujourd'hui, sans faire de bénéfices, arrive à avoir autant de soutien de la part de Wall Street et de ses financeurs? C'est bien parce que son objectif et ce qui fait miroiter aux financeurs, c'est demain d'être un monopole et donc demain de pouvoir imposer ses prix. Alors oui, on peut dire que la volonté de Jeff Bezos aujourd'hui, c'est d'avoir une entreprise, comme c'est très bien dit dans le film, qui serait l'interlocuteur unique, l'intermédiaire unique entre tous les vendeurs du monde et tous les clients du monde. À ce niveau-là, on posera la question tout à l'heure, mais peut-être qu'il va falloir se poser la question à un moment donné de justement l'intervention des pouvoirs publics, et même si ça se pose pas directement en France, de démanteler Amazon avant qu'il ne soit trop tard. Il y a une autre accusation dans ce film qui est très intéressante et je voudrais qu'on regarde un premier extrait sur ce sujet, c'est la nature des métiers proposés par Amazon, la qualité de ces jobs. On regarde cet extrait et puis on en parle après. Vous avez un scanner qui vous dit où aller. Vous devez vous placer en suivant les ordres de l'ordinateur et des scanners. Les leaders vous apprennent à faire de soi-disant séquences de mouvements.
Vous devez d'abord utiliser cette main, puis celle-ci, et vous êtes obligé de travailler en suivant précisément ces séries de gestes. Ce qui est nouveau, c'est que non seulement vous devez travailler comme une machine, mais qu'en plus vous êtes contrôlé par les machines. Et ça, c'est effrayant. Sophie Primas, ça c'est vraiment du taylorisme à l'extrême. Qu'est-ce que vous en dites, vous? C'est du taylorisme à l'extrême avec des conditions de travail où l'homme est au service de la machine. Donc ça ne correspond pas du tout au modèle de société, je pense, auquel on doit faire référence. Et moi, ce que ça m'inspire, c'est que ce monsieur ou cette dame qui font du picking dans les rayons ou qui mettent en boîte ou en carton les produits, un jour ou l'autre, seront remplacés par des machines, car on voit bien que leurs gestes peuvent tout à fait être remplacés par des robots. Globalement, on sait qu'Amazon a détruit des emplois. Quand on prend en net ce qu'ils ont créé sur le territoire, mais ce qu'ils ont détruit, on sait que globalement, le solde est négatif. Simplement, il ne faut peut-être pas réduire Amazon à ces emplois qui sont traités là dans le sujet du reportage. Il y a aussi de la création sur des métiers de coding, des métiers de sourcing, des métiers tout à fait différents et qui sont jamais présentés dans ce type de reportage. Mais sur ces métiers-là, véritablement, on a un modèle où l'homme est au service de la machine et on voit bien que ça n'est pas pérenne. Il y a la quantité des emplois, la destruction des emplois et puis leur qualité. D'un mot peut-être, Erwan Tison, ce travail, la quantité des emplois d'Amazon, on dit dans le film que Amazon crée un emploi quand il en détruit deux. C'est un chiffre qui s'appuie sur quoi? Alors, la plupart du temps, les quelques études qui ont été faites, que ce soit à l'international ou même ici en France, en fait, se basent sur la qualité du chiffre d'affaires réalisé par Amazon, en estimant que ce chiffre d'affaires-là est forcément un chiffre réalisé par la plateforme, est forcément un chiffre d'affaires qui a été, entre guillemets, accaparé et volé petits commerçants. Donc, d'un point de vue statistique, il y a la robustesse de ces études-là est toujours très très sous question par bon nombre d'économistes. Par contre, effectivement, il faut pas regarder uniquement par le lorgnette, par le bout de la lorgnette, on va dire juste des emplois qui sont effectivement dans ces entrepôts-là qui peuvent apparaître comme déshumanisants. Et c'est le cas, la plupart des emplois justement là-dessus, tout dans une dimension humaine. Mais si on prend un peu plus de hauteur, il faut se dire qu'Amazon aujourd'hui est en tout cas, une des seules entreprises qui arrive à créer de l'emploi de manière complète dans des territoires en France qui sont pour la plupart complètement dévitalisés. Donc c'est aussi un enjeu de renouveler du tissu économique et surtout de recréer de l'activité dans des endroits où il n'y a plus aucune entreprise, qu'elle soit française ou internationale, ne vient investir. Donc quelque part de casser une spirale négative liée au chômage. Donc je suis pas du tout en train de défendre Amazon, c'est pas du tout mon propos, mais il faudrait pas non plus voir des choses d'un point de vue trop manichéen en se disant que c'est soit tout gris, soit tout blanc, soit tout noir. Pardon. Il y a aussi effectivement des effets positifs et des externalités positives à ces emplois-là. Et il faut rappeler d'ailleurs que Jeff Bezos vient d'annoncer qu'il allait embaucher 100 000 personnes aux États-Unis, un pays qui est dévasté par le chômage actuellement. Raphaël Prado, sur la qualité des emplois, on voit bien, vous entendez la réponse de Jeff Bezos dans le documentaire. Il dit: nous, on paye mieux nos salariés que les autres. Qu'est-ce que vous répondez, vous, à cela? Déjà, je voudrais réagir à ce qui vient d'être dit. C'est vrai qu'Amazon est très forte pour venir s'installer dans des endroits qui ont été totalement où l'activité économique a disparu, notamment liée à la désindustrialisation. Et ils sont très forts pour arriver à jouer là-dessus et à mettre les territoires en concurrence pour qu'on leur offre le plus d'avantages possible, notamment d'un point de vue fiscal ou d'un point de vue d'infrastructure pour venir s'implanter. Mais il faut rappeler plusieurs choses. Déjà, ça a été dit, un emploi créé par Amazon, ce sont 2 emplois détruits. Je veux bien qu'il y a peut-être débat parmi les économistes, mais en attendant, personne n'a démontré qu'Amazon crée des emplois. Donc, quand vous dites Amazon crée des emplois, bien sûr, elle a un développement exponentiel de son activité. Donc, ils ont besoin de créer des emplois. Mais non seulement, dans le même temps, ça en détruit. Ensuite, il faut voir la qualité des emplois. C'est pas simplement le côté déshumanisant. Et je suis d'accord avec ce qui a été dit sur le fait qu'à terme, les salariés seront remplacés par des robots. Mais il faut aussi regarder le type de contrat de travail. Amazon, c'est une part très importante de contrats intérimaires. Et quand on regarde, c'est pas montré dans le film, quand on regarde non pas ce qui se passe dans les entrepôts, mais ce qui se passe à la sortie, c'est-à-dire les camions qui viennent chercher, et notamment dans ce qu'on appelle les entrepôts du dernier kilomètre, ceux qui vont ensuite
amener jusqu'au chez les clients. En réalité, c'est vraiment l'ubérisation totale, c'est-à-dire on a des travailleurs qui viennent avec leur propre camionnette qu'ils ont louée, sans aucun contrat de travail, et qui se retrouvent, s'ils ont n'importe quoi, un problème, un accident, aucune protection. Donc si le monde de demain, c'est le monde selon Amazon, eh bien il faut bien que tout le monde prenne conscience que les salariés sont mal payés, ils travaillent dans des conditions qui les épuisent, avec des contrats de travail précaires, et à la fin, le seul qui gagne, bien sûr, c'est Jeff Bezos et les actionnaires d'Amazon. Sophie Primat, il y a des élus locaux qui refusent l'installation d'entrepôts sur leur territoire. On pense à la ville de Chartres, par exemple. Comment est-ce qu'on agit quand on est élu par rapport à une puissance comme ça, comme Amazon? Oui, alors je me permets de revenir juste 2 secondes en arrière sur ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il ne faut pas faire le procès nécessairement d'Amazon sur ce qui vient d'être dit, sur l'ubérisation des métiers et sur les effets du commerce en ligne. Amazon en est emblématique, mais en France, c'est 20% du e-commerce. Donc, on ne peut pas mettre la désertification commerciale, qui est un des problèmes, par exemple, aujourd'hui que combat la ville de Chartres en refusant l'installation de l'entrepôt, uniquement sur le dos d'Amazon. Amazon est emblématique, particulièrement successful, comme dirait Jeff Bezos, mais en réalité, c'est le problème de l'ubérisation des métiers d'une façon générale et de la numérisation et du commerce. C'est ça le véritable enjeu. Alors, à Chartres, le maire a fait le choix de ne pas installer l'entrepôt. Je pense que l'entrepôt, il s'installera 100 km plus loin, il s'installera en France, il s'installera peut-être en Europe. Je pense que le problème doit être pris davantage à la racine pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on doit utiliser le commerce en ligne pour revitaliser nos centres-villes. Ça, c'est un vrai enjeu, parce que tout à l'heure, un des intervenants disait le commerce d'Amazon et le commerce en ligne vient attaquer les petits commerçants, mais pas que les petits commerçants, aussi la distribution d'une façon générale. Et la deuxième chose, c'est comment on organise la concurrence contre Amazon. Face à Amazon. Et pour les élus locaux, quand Amazon annonce implanter un entrepôt, c'est une bonne nouvelle ou pas? Sophie Primat. Oui, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle parce que ça apporte de l'emploi, ça apporte ce qu'on appelle des taxes de production qui vont générer de la richesse sur le territoire. Et ça, contrairement à ce qu'on pense intuitivement, ça ne va pas générer forcément une concurrence à la porte de l'entrepôt. On voit bien qu'aujourd'hui, les entrepôts Amazon ont été fermés pendant la période de confinement un petit peu plus tard. Ça n'a pas empêché Amazon de livrer à partir d'autres plateformes. Donc on voit bien que le problème n'est pas tellement le problème de la localisation en elle-même d'une entreprise de logistique, qui est une bonne nouvelle pour un territoire, mais le problème de la place du commerce, du e-commerce sur notre territoire. Erwan Tison, une précision sur ce que nous disait tout à l'heure Sophie Primat, et puis il y a un peu question aussi dans le film, la question des robots. Les robots dans les entrepôts d'Amazon, le fait qu'ils remplacent les hommes, c'est pour aujourd'hui, c'est pour demain, pour après-demain? Ça a déjà commencé, donc pas en France effectivement, où Amazon est dans une phase de recrutement intensive. Quand vous avez certains entrepôts, notamment en Asie, qui sont quasiment 100% automatisés. Mais Amazon n'est pas le fer de lance de cela. Vous avez son concurrent chinois qui s'appelle Alibaba, qui lui justement a robotisé quasiment 80% de ses entrepôts. Comment? En remplaçant en fait des robots qui sont capables de réaliser ces tâches répétitives qui sont expliquées justement dans le documentaire de manière continue, linéaire, 24 heures sur 24, presque 7 jours sur 7, avec une capacité de production qui est toujours linéaire. Donc ce que ne peut pas avoir un être humain. Donc quelque part ce n'est pas justement uniquement le fait d'Amazonner. Si vous me permettez juste une petite assertion, ce modèle-là justement de pousser à la robotisation, c'est pourquoi? C'est tout simplement parce qu'on y gagne aussi beaucoup, on y gagne en efficacité du geste et on y gagne aussi en termes de coût de la main-d'œuvre. Mais c'est pour satisfaire la demande. Au final, l'hégémonie d'Amazon, Amazon doit son hégémonie uniquement à la demande, uniquement aux clients. C'est les consommateurs qui ont fait d'Amazon la première prise au monde aujourd'hui d'e-commerce. 69% des Français commandent au moins un produit par an sur Amazon. Donc la faute aussi, on peut imaginer qu'effectivement que le modèle qui est proposé par Amazon n'est pas forcément un modèle vertueux et d'avenir, mais il faut se dire aussi qui a permis l'éclosion de ce modèle-là. C'est les consommateurs, c'est la demande. Donc quelque part, ils ont répondu à un besoin qui est accepté par la population. Et un besoin dont il a été beaucoup question, y compris en France, dans une situation très particulière, parce que la justice a ordonné à Amazon
d'étudier les risques liés à ces entrepôts, moyennant quoi le groupe a cessé purement et simplement son activité pendant quelques semaines, et pourtant, même entravé, il a continué à livrer ses clients français qui ont continué à commander. Raphaël Prado, ça démontre quoi selon vous? C'est un mépris de la justice, une démonstration de puissance de la part d'Amazon? Ah, mais comme le montrait d'ailleurs l'exemple du film sur le rapport de force engagé à Seattle pour contourner la mesure qui avait été prise pour taxer Amazon, Amazon est très très forte, effectivement, elle se sent tellement puissante qu'elle arrive à contester comme ça les pouvoirs de l'État ou de la justice. Alors si on revient là-dessus, quand même quelques remarques. D'abord, vous avez signalé que Amazon a refusé de participer à ce débat contradictoire. Mais dans le même temps, ils se payent des pleines pages de pub et ils sont venus régulièrement sur les médias, sans contradicteur, en balançant des fake news sans pouvoir être contredits, et notamment avec cette idée centrale qui était « nous faisons tout pour mettre en priorité la sécurité de nos salariés ». Bon, malheureusement, c'est pas ce qui était le cas. Bah, c'est pas nous qui le disons, c'est déjà les syndicats de salariés. Alors, Amazon explique bien comment ils veulent se passer les syndicats, mais c'est aussi la justice française. Et la justice, elle n'a pas été sensible à cette propagande consistant à dire que tout était fait pour assurer la sécurité des salariés d'Amazon face au Covid. Et au contraire, elle a constaté des manquements importants. Donc là, j'attire votre attention quand même sur le fait que Amazon, qui, on le voit aujourd'hui encore, refuse le débat contradictoire, dans le même temps, communique vraiment à outrance et utilise ses moyens colossaux pour se payer des pages de pub dans toute la presse française pour expliquer en réalité des choses qui sont totalement contradictoires avec la réalité des choses. Donc nous, on se félicite que la justice ait pris cette décision. Par contre, vous remarquerez qu'Amazon, sa réponse tout de suite, c'est du chantage. C'est-à-dire chantage à l'emploi, si ça continue comme ça, on va pas ouvrir nos entrepôts. Et donc, on voit bien qu'ils sont dans un rapport de force. Et à un moment donné, il va falloir poser la question du rôle du pouvoir politique. À un moment donné, face à des multinationales qui se comportent de cette manière, c'est au pouvoir politique de mettre un frein. Alors, on posera la question à Sophie Primas dans quelques instants. Avant cela, tout de même, qu'on aime ou qu'on déteste Amazon, ce groupe a été l'un des grands gagnants, manifestement, de cette période de confinement. C'est une certitude pour vous, Erwan Tison, Amazon en sort renforcé? Amazon, au titre de toutes les entreprises du digital, la période du confinement que nous avons vécue a été une formidable occasion justement d'accélérer la digitalisation et la robotisation de notre société. Tout simplement, les consommateurs ont continué à consommer. L'INSEE nous apprend que il y a eu une chute de ventes dans les magasins physiques de 80% durant le confinement et seulement 20% en ligne. Donc, quelque part, le commerce en ligne, dont Amazon est un des fers de lance, a pu justement permettre une certaine continuité dans la consommation des gens, que ce soit dans le fait de pouvoir acheter des livres, des films, ou tout autre bien de première nécessité, ou même de seconde diversité, ou même juste de divertissement. Oui. Quand on est justement enfermé chez soi, c'est presque une forme de service public au sens large qui a été rendu par toutes ces plateformes-là, qu'elles soient étrangères, ou qu'elles soient locales. Vous avez aussi beaucoup d'initiatives, qu'elles soient locales ou même municipales, qui ont été menées justement pour faire une continuité de vente et faire un e-commerce qui puisse justement acheminer des biens au domicile des personnes confinées. Alors, vous avez prononcé un mot qui pourra peut-être faire réagir nos deux autres invités. Amazon, presque un service public, en tout cas dans un moment comme celui-ci. Sophie Primas, vous répondez quoi? Je n'ai pas entendu exactement la même chose. J'ai entendu que monsieur disait que la numérisation en fait de l'économie et du commerce était une forme de service public. Et je crois que c'est plutôt ça qu'il voulait dire, sans vouloir interpréter. Mais il me semble que ça, en réalité, ça a été effectivement une période dans laquelle on a vu une accélération extrêmement profonde de la numérisation du commerce, de ce fameux e-commerce dont je parlais tout à l'heure, des services, y compris, là on s'y attendait pas du tout. Vous avez un petit maraîcher, un petit horticulteur, voyant qu'il s'en sortait pas, qu'il a monté un site internet tout à fait improbable, tout à fait mal fichu, mais n'empêche que il a numérisé son activité. La seule différence, c'est que probablement dans la proximité, probablement dans la relation sociale des commerçants habituels avec leurs clients, eh bien, il a réussi à mettre du sens à l'intérieur de ces relations numériques et lointaines et digitales. Et c'est peut-être là où la concurrence va pouvoir agir, et c'est peut-être là où des commerçants aujourd'hui qui réussiront à mettre du sens pourront venir à l'encontre de cette grande machine robotisée, impersonnelle qu'est Amazon aujourd'hui. C'est une piste Raphaël intéressante, Prado, en tout cas, me semble-t-il. Raphaël Prado, vous entendez quand même qu'Amazon est une entreprise très, très performante et qu'elle permet de donner à des gens d'apporter des biens à des gens qui sont loin des centres de consommation?
Ah, il est évident qu'Amazon a construit son succès sur le fait de s'adapter à la demande. Mais je voudrais revenir à votre question, parce que la crise du Covid, elle a montré justement qu'on avait besoin de services publics, et notamment d'un service public hospitalier qui soit capable de faire face à ce genre de pandémie. Or, ça fait des années et des années qu'on réduit les moyens alloués aux services publics, qu'on demande à l'hôpital public de faire des coupes budgétaires, et ça, je suis obligé de faire le lien entre l'évasion fiscale qui est pratiquée massivement, alors certes, pas que par Amazon, mais l'émission porte sur Amazon, mais bien sûr, c'est le cas on l'a montré notamment dans une note sur l'ensemble des GAFAM et plus généralement sur les multinationales. Donc c'est vrai que c'est assez rigolo de voir Amazon qui viendrait se présenter comme rendant des services que les États ne sont plus capables de rendre. On a vu aussi Amazon faire de la communication pour dire on va livrer des masques. Et dans le même temps, par son évasion fiscale massive, eh bien, priver les États des moyens qui leur permettent de faire fonctionner les services publics. Dans le rapport qu'Attac a sorti l'année dernière avec les Amis de la Terre et Solidaires, on montrait que 57% du chiffre d'affaires réalisé par Amazon en France était dissimulé dans les paradis fiscaux. Donc tout ça, c'est bien sûr autant de manque à gagner pour faire fonctionner ce qui sont des vrais services publics, nos écoles, nos crèches, nos hôpitaux, etc., etc. Oui, je pense que c'est fondamental. Amazon est une entreprise qui est comme une autre entreprise et qui doit répondre aux mêmes règles que les autres entreprises. Pas plus, pas moins. Et donc, s'attaquer à la fiscalité, s'attaquer à la fraude à la TVA, s'attaquer effectivement aux différents paradis fiscaux, ça c'est le devoir des gouvernements. C'est le devoir de l'Europe de mettre en place des systèmes qui vont traquer ce genre d'irrégularité, comme il est de son devoir de respecter le code du travail, le dialogue social, comme les autres entreprises. Il n'y a aucune raison pour qu'elle échappe à ça. Une fois qu'elle a respecté tout ça, c'est une entreprise qui doit être exactement comme les autres et évoluer avec un nouveau modèle qu'on conteste ou qu'on aime. Mais en tout cas, c'est une entreprise comme une autre. Mais il faut la traiter comme une autre à tous les points de vue, fiscal, le droit du travail, etc. Erwan Tison, il faut bien nous expliquer ce fonctionnement si particulier d'Amazon, puisque énorme valeur boursière, un chiffre d'affaires important, mais de faibles bénéfices. C'est ça qui permet notamment à Amazon de payer peu d'impôts dans un pays comme la France. Je mettrai pas, je corrélerai pas du tout la question boursière avec la question de la fiscalité. Par contre, en fait, Amazon arrive justement à corréler sa valeur boursière avec les promesses justement qu'il peut amener pour demain. Ça lui amène parfois à être Jeff Bezos, à être dans une surenchère qui est des fois presque incontrôlable. Souvenez-vous, il y a de ça 2 ou 3 ans, il avait promis en fait qu'au-dessus de toutes les grandes capitales du monde, il y aurait des zeppelins qui seraient donc des grands ballons dirigeables, qui seraient en fait des entrepôts, qui seraient alimentés par des drones automatiques pour justement pouvoir livrer toute personne en moins d'1 heure où qu'il que se trouve dans la ville. Donc du coup, ces promesses-là, il est obligé de réaliser ces promesses-là pour quelque part calmer un petit peu les marchés boursiers, lever toujours plus de capitalisation. Après, il faut dire aussi que dans cette économie numérique-là, qui rate peu certains standards économiques qu'on avait l'habitude de connaître, les indicateurs sont plus du tout les mêmes à regarder. D'ailleurs, c'est la même chose pour la fiscalité. Les assiettes fiscales ne sont plus du tout les mêmes à mettre en place. Comment se fait-il qu'Amazon paye aussi peu d'impôts, Erwan Tison? En fait, quand vous regardez justement le nombre d'impôts qu'Amazon va payer dans un pays de référence, il faut pas justement prendre uniquement le paramètre national comme étant un paramètre de référence. Il faut regarder combien Amazon paye d'impôts au niveau global. Pourquoi? Parce qu'Amazon, en fait, fait une chose qui est tout à fait légale, mais qui est discutable sur le point de vue moral, qui est de l'optimisation fiscale, dans un ensemble économique intégré, comme peut-être par exemple l'Union européenne, de se dire, effectivement, je peux commercer dans n'importe quel pays en étant implanté dans n'importe quel autre pays. Je vais choisir celui avec la fiscalité qui sera la plus avantageuse. C'est une espèce de coût-avantage, comme tous les entrepreneurs le font au quotidien. Quand j'ai l'occasion justement d'économiser 1 euro, je le fais. Là, Amazon le fait à l'échelle continentale. À la limite, ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt que de blâmer Amazon de ne pas respecter les règles du jeu, c'est peut-être changer les règles pour qu'elles soient justement le plus correctes et le plus optimales pour tout le monde. Je rappelle d'ailleurs que Amazon a rendu public pour la première fois le montant de ses impôts en France, c'était en décembre dernier, 250 millions d'euros. Je voudrais vous entendre là-dessus, Raphaël Prado, sur ce qui vient d'être dit et puis peut-être sur ce que vous préconisez chez Attac. D'abord, revenir à ce chiffre, parce que c'est effectivement, quand on a sorti le rapport, la réponse d'Amazon a été de dire on publie le montant global des impôts qu'on paye en France. Dedans, vous aviez tout qui était mélangé, des choux, des patates, des carottes, c'est-à-dire il comptait également, par exemple, les cotisations sociales.
Bon, donc ça ne veut strictement rien dire. Évidemment, ce qu'il faut, c'est calculer le taux d'imposition. Et comme le dit d'ailleurs même le gouvernement, le taux d'imposition des GAFAM est notoirement inférieur à celui des autres entreprises. Alors, je suis pas du tout d'accord avec ce qui vient d'être dit à l'instant, mais il y a un point sur lequel je suis d'accord, c'est que bien sûr, les entreprises profitent des failles. Et par exemple, si Amazon, comme c'est expliqué dans le film, passe par le Luxembourg pour réduire ses impôts, tout le monde comprend bien que c'est pas parce que le Luxembourg est un marché important que Amazon s'installe là-bas, mais bien pour réduire ses impôts. Alors nous, la proposition qu'on fait, on vous encourage aussi à aller voir un rapport là-dessus sur la taxation unitaire pour lutter contre l'évasion fiscale, c'est-à-dire considérer ces multinationales comme un tout, regarder le bénéfice qu'elles font mondialement et les imposer dans chaque pays en fonction de l'activité réellement réalisée dans ces pays. On suffit de regarder par exemple les ventes, la quantité de travail, la quantité de capital. On a un certain nombre à penser, et notamment des économistes sérieux, que ça demande uniquement une question de volonté politique. Malheureusement, cette volonté politique aujourd'hui manque en France comme dans l'Union européenne. Alors, il y a une question de volonté, mais il y a peut-être aussi une question de rapport de force. Je me tourne vers vous, Sophie Primas. Est-ce qu'il n'est pas trop tard, finalement, pour imposer certaines règles, et notamment des règles fiscales, à Amazon ? Encore une fois, je pense qu'il s'agit d'Amazon de façon frontale, mais en réalité, c'est l'ensemble de notre fiscalité européenne en particulier qu'il faut réfléchir. On voit bien que à la fois la politique de la concurrence, qui doit être absolument modifiée pour permettre que des champions européens puissent se développer, à la fois la fiscalité et l'optimisation telle qu'elle vient d'être parfaitement décrite. Moi, j'ai pas d'écart de vue vis-à-vis de ça, doit être profondément modifiée. C'est donc l'ensemble de notre politique et on voit bien que c'est compliqué puisqu'avec la politique de l'unanimité, les règles de l'unanimité au sein de l'Europe, vous avez toujours des pays qui comme ils pratiquent de l'optimisation fiscale, ils bénéficient de l'optimisation fiscale, ne sont pas d'accord. Donc je pense qu'il y a un vrai travail de fond, mais qu'il faut le faire très vite, parce qu'effectivement, Amazon, d'un point de vue international, fait de l'optimisation. Alors c'est légalement permis, moralement tout à fait discutable. Est-ce que la scène que l'on voit à la fin du film, et l'un de nos invités y faisait référence il y a quelques instants, cette scène où l'on voit un conseil municipal presque changer d'avis sous la pression d'Amazon, est-ce que cette scène vous a surprise, Sophie Primas, en tant qu'élue ? Elle m'a profondément choquée. Oui, elle m'a profondément choquée. Le courage de cette dame qui vote contre, le retour en arrière est assez fort. Oui, elle est très très choquante parce que c'est la phase ultime de la perte de pouvoir des élus et de ceux qui représentent la nation. Donc ça, il faut absolument l'éviter, évidemment. C'est très choquant, très très choquant. Et des pressions de ce type, vous, comme élue, comme sénatrice, comme présidente de la commission des affaires économiques, vous en subissez ? Ah non, pas directement. Non, pas directement. Et on essaye de travailler avec l'ensemble des partis politiques qui composent le Sénat pour justement avoir des positions qui soient des positions libres et tout à fait équilibrées. Pour l'instant, moi, je ne me sens pas oppressée à ce point pour prendre des décisions. Non, pas du tout. En tout cas, pour ma part. Il y a quelque chose qui ressort de ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est que c'est une entreprise dont on a à la fois besoin, mais dont on sent que la puissance peut poser d'énormes problèmes démocratiques et économiques. D'une certaine manière, voilà, on aime détester Amazon un peu comme d'autres grandes marques ou des multinationales dans le pétrole notamment, mais voilà, on les utilise tous les jours. Et évidemment, quand on réfléchit beaucoup en ce moment au monde d'après cette crise que nous traversons, et qu'on voit le succès d'Amazon, on se dit que finalement, on est peut-être en train de vivre, paradoxalement, l'apothéose de la société de consommation. Raphaël Prado, je voudrais vous entendre là-dessus. Est-ce que ça vous désole pas un peu, cette situation ? Oui, bien sûr. Amazon, son modèle, c'est de dire on va vous servir tout et n'importe quoi, et surtout des choses pas essentielles, parce que je rappelle que la justice française n'a pas demandé à Amazon de fermer, mais simplement de vendre uniquement des choses essentielles, et ça, Amazon n'est pas capable de le faire. Et donc, effectivement, Amazon, c'est ce modèle-là. On va vous livrer tout et n'importe quoi le plus vite possible chez vous. Bien sûr que nous, ça nous désole de voir que, par exemple, pendant le confinement, les Français ont continué à acheter sur Amazon parce qu'ils ne pouvaient pas acheter ailleurs. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné… Parce qu'ils ne pouvaient pas acheter ailleurs, c'est pas tout à fait vrai, ça. En tout cas, c'était plus compliqué. Ils pensaient qu'ils prenaient plus de risques.
Ils pensaient il y avait un certain nombre de commerces qui étaient fermés, et puis ils pensaient qu'ils prenaient moins de risques en se faisant livrer qu'en allant chez les commerçants. Ça peut s'entendre. Mais c'est pour ça que je repose la question de la régulation politique. Si vous laissez faire l'offre et la demande, et ben en fait, dans quelques années, il y aura plus qu'Amazon. Et là, je peux vous garantir que ce sera plus les mêmes prix qui seront pratiqués par Amazon une fois que ce sera réellement un monopole. Je voudrais qu'on regarde un autre extrait très intéressant dans ce documentaire. C'est que Amazon, c'est pas tout à fait ce que l'on croit. Ce n'est pas du commerce en ligne, en tout cas pas seulement. Ça repose sur toute une activité peut-être plus souterraine, qui d'ailleurs génère beaucoup de réflexions, parfois de fantasmes. On regarde l'extrait et on en parle après. Amazon est vu comme un site de e-commerce. Mais c'est une erreur de ne la voir que comme ça. C'est une entreprise qui veut contrôler l'infrastructure de notre économie. Elle veut être l'interface entre tous les vendeurs et tous les acheteurs. Sophie Primas, une réaction à cela. Amazon, c'est beaucoup plus que du commerce en ligne. Cette entreprise tentaculaire, est-ce que ce qui vient d'être dit, notamment le fait que c'est quelque chose d'historiquement totalement inédit, c'est vrai selon vous ? Ah oui, c'est tout à fait vrai. Une entreprise aussi tentaculaire qu'Amazon aujourd'hui, c'est, je crois, dans l'histoire du commerce, dans l'histoire du monde, assez inédit. L'empreinte qu'elle a, notamment sur la valeur des données, la gestion des données, ces autoroutes de données et l'utilisation qui va être faite de ces données est tout à fait inédit dans l'histoire du monde. Et c'est de là d'ailleurs que vient sa rentabilité, beaucoup plus que dans la vente en ligne ou dans la gestion des entrepôts logistiques sur lesquels elle ne fait que assez peu de valeur ajoutée. La vraie valeur ajoutée d'Amazon, ce sont les données. Et c'est pour ça que je rejoins parfaitement l'idée qui a été développée tout à l'heure d'une fiscalité qui n'existe pas aujourd'hui sur les valeurs immatérielles et sur la valorisation immatérielle d'Amazon. Et c'est aussi, je pense, ce qui fait réfléchir même les gouvernements américains sur la puissance d'Amazon et le risque finalement que cela peut comporter. Mais il y a un point important, c'est que c'est l'ambivalence du gouvernement américain sur ces questions-là, puisque d'un côté, effectivement, il se méfie d'Amazon et de sa volonté hégémonique, et en même temps, c'est un instrument de la puissance américaine dans le monde, Sophie Primas. Oui, c'est un instrument de la puissance américaine, mais aujourd'hui, dans les citoyens américains, dans le peuple américain, il y a beaucoup de réflexions, y compris économiques, y compris d'ailleurs chez les républicains, qui réfléchissent à casser ce monopole et à casser cette entreprise Amazon, pas qu'elle d'ailleurs dans le numérique, parce que devenue trop puissante, trop dangereuse d'un point de vue politique et démocratique. Donc il y a des vraies réflexions. Le mot démantèlement a été prononcé à plusieurs reprises par... Oui. Le mot démantèlement a été prononcé à plusieurs reprises durant cet échange. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est envisageable là aussi? Sophie Primas. C'est une volonté politique. C'est une volonté politique qu'il faut affirmer. Évidemment, Amazon, société américaine, ne pourra être soumise qu'à la loi américaine, et on connaît la puissance de la loi américaine, y compris dans son aspect extraterritorial. Mais je pense que c'est vraiment un sujet de réflexion pour les démocraties, véritablement. Erwan Tison, un mot sur cette question du démantèlement. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est souhaitable, envisageable? Ni l'un ni l'autre, parce que quand vous regardez l'histoire économique récente, les grands ensembles économiques, justement, qui étaient hégémoniques il y a de ça 10 ans, n'existent quasiment plus aujourd'hui. Et Amazon, si Amazon est si puissant aujourd'hui, c'est justement parce qu'il rend en tout cas un service aux consommateurs, parce que c'est les consommateurs qui l'ont décidé. Si demain Amazon, justement, ne respecte plus, et Amazon en est conscient, si demain les consommateurs ne sont plus satisfaits du service de Amazon cessera d'exister. Il faut pas oublier que dans le monde dans lequel nous vivons, une carte bleue est beaucoup plus importante qu'une carte d'électeur pour changer le monde. Et ça, du numérique et toutes les grandes entreprises l'ont bien compris. Donc, tant que les consommateurs, justement, ont ce pouvoir-là, Amazon continuera d'exister. Je pense pas que ce soit aux politiques à définir quelles sont les consommations des individus, à définir qu'est-ce qui est nécessaire et qu'est-ce qui est indispensable. Je pense au contraire qu'il faut laisser le libre arbitre de chacun gérer cette question-là. Alors là, je pense que nous aurons du mal à vous mettre d'accord, notamment avec notre invité porte-parole d'Attaque, Raphaël Prado. Juste un mot, peut-être, Raphaël Prado. Est-ce que vous pensez qu'il est encore temps de s'interposer, entre le politique et Amazon? On peut s'interposer aujourd'hui face aux géants du numérique?
Il est urgent effectivement qu'on mette des bâtons dans les roues à ces multinationales. Je voudrais revenir quand même sur ce qui vient d'être dit parce que si on développe la logique, on peut laisser faire le marché, il n'y a pas de problème, mais ça nous amène dans le mur qu'on connaît aujourd'hui et notamment d'un point de vue environnemental, hein. Donc si vous n'avez pas les pouvoirs publics à un moment donné qui viennent réguler tout ça, si on laisse faire les entreprises, eh bien on voit ce qui se passe, hein, c'est-à-dire que les émissions de CO2 elles augmentent, on va petit à petit aller prélever les dernières ressources naturelles, etc., etc. Donc évidemment qu'il faut que le politique prenne ses responsabilités. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois. Merci de votre participation dans des conditions évidemment rendues difficiles par les conditions sanitaires. Je renvoie au rapport d'attaque sur Amazon qui a été publié il y a quelques mois sur le site internet de l'association. Je renvoie à votre livre aussi, Erwan Tison, Les robots, mon emploi et moi, paru chez MA Éditions. Merci encore à tous les trois, merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Public Sénat.